On débarque, ça sent le kérosène les amis, bienvenue dans les pistonnés. La F1 faisait étape sur un mythe pour une course de folie dominée par les Gamos allemands. Oui, ils sont de retour pour dominer la Formule 1 peut-être, on va en parler en tout cas dans ce très beau débrief du Grand Prix du Brésil, 21e étape de cette saison 2022. J'espère que vous allez bien, on a rendez-vous pour ce débrief, je vous rappelle c'est l'un des grands rendez-vous d'un énorme week-end pour les pistonnés qui a commencé sur Winamax TV, qui s'est poursuivi hier soir sur Brut avec la fan zone F1 dans laquelle j'espère que vous avez participé, et puis on se retrouvera mercredi également pour le grand magazine des pistonnés. À ma droite, monsieur Brice Germain. Bonjour Brice, et félicitations parce que ce garçon, mon cher Hamza, a glané un titre de plus la semaine dernière, lui qui a gagné en casette 2 temps du côté du RKC. Je sais pas gérer les vitesses, moi, t'es fou, toi. Je sais pas, écoute. Du coup, je suis un peu déçu. Oui, parce que Casette, c'est Verstappen. Moi, c'est Verstappen, là. On est vraiment plus bas. Non, j'ai gagné une petite manche qui était très plaisante et je suis très fier. Ça va peut-être un petit peu rabattre le caquet de l'autre, là-bas. Ouais. Non, je suis fier de toi. Oh genre, on dirait Alonso, tu sais, mauvais choix sur la piste, mais après, genre, non, oui. tu commences pas là-dessus. Oh. Tu représentes les pistonnés. Moi, je suis fier de toi. J'espère que la prochaine, tu la gagneras. Tu sais, moi, je souhaite de malheur à personne. Je te considère, alors peut-être pas comme un ami, mais au moins comme un collègue de travail. Et figure-toi que tu représentes aussi l'institution, les pistonnés qui s'installent dans le monde du sport automobile et de la Formule 1. C'est comme ça que les démagogues se font aimer, c'est ça? J'ai l'impression d'être sur BFM et je vois que vous êtes bien réveillés, les gars, ça me fait plaisir. Brice Germinho à ma droite et puis Hamzito, bien sûr, à ma gauche. Et on va se régaler tout au long de cette émission. Ramanio. Bon. Germinho, c'est pas mal. Ça fait, tu sais... ça fait attaquant ivoirien, quoi. Un petit peu. Avec une calvitie prononcée sur le devant de... Une belle carrière, quand même. Oui, c'est vrai que... Meilleure que la mienne, c'est sûr. On aurait dû commencer par là, d'ailleurs. Les gars, on se replonge un petit peu très rapidement sur le classement, justement, de ce Grand Prix du Brésil. Une première historique, forcément, pour Russell en carrière. La 11e année consécutive avec au moins une victoire pour Mercedes. Le 191e podium pour Lewis Hamilton. Le premier doublé pour Mercedes depuis Imola 2020. Sainz, 3e. Leclerc, 4e. Fernando Alonso qui accroche un 3e top 5 dans cette saison 2022. Red Bull seulement 6e et 7e. Encore des points pour Bottas et Alfa Romeo. Et puis Lance Stroll qui prend le point de la 10e place juste devant son coéquipier Sébastien Vettel. Vous connaissez la tradition dans les pistonnés. On regarde le classement et puis derrière, on tire 4 enseignements. C'est le moment du débrief. Ah, ça a été dur de trouver 4 enseignements, seulement 4 enseignements à l'arrivée de cette course, mais vous allez les découvrir, il a fallu faire des choix et des coupes franches, en tout cas, avec Verstappen, a-t-il perdu le soldat Pérez? La grosse polémique à l'arrivée de ce Grand Prix, on va en parler tous ensemble. Leclerc, est-ce que sa frustration est légitime? On parlera forcément de Ferrari qui avait du rythme ce week-end. Interlagos, mon amour, voilà, petite déclaration d'amour, très tranquillement, ce mois de novembre un petit peu gris, on va se redonner du baume au cœur, mais on attaque tout de suite avec le prince George qui détrône le King Lewis. C'était le gros duel du côté de Mercedes qui était dominant ce week-end pour la première fois cette saison. Souvenez-vous les gars des 2 secondes de retard de Mercedes par rapport à la concurrence en qualification du côté d'Imola. On a l'impression que le monde a changé depuis ce nouvel aileron avant notamment qui semble avoir réglé quelques problèmes de traînée. Un aileron arrière aussi également plus débraqué pour Lewis Hamilton qui lui a offert 10 km/h d'avantage bien sûr en VMAX. C'était intéressant de voir justement 2 types de réglages différents entre Lewis Hamilton et George Russell. Le premier doublé, je vous le disais tout à l'heure, depuis Imola 2020. Est-ce de bon augure justement pour 2023, cette première victoire en fin de saison 2022? Et puis un mot aussi également sur George Russell, cette maîtrise de bout en bout. Le garçon qui a été déjà patient, plein d'autorité sur un Max Verstappen qui était en difficulté notamment avec ses gommes en course sprint. Il a été bien aidé aussi, l'ami George Russell, par l'incident Hamilton-Verstappen. Alors est-ce qu'il n'est pas aussi également un petit peu, pas coupable, mais à l'origine de cette friction, notamment, j'ai envie de vous entendre sur la première relance derrière, après la première safety car dans cette course. Il a quand même su tenir Lewis Hamilton hors de sa zone DRS après la deuxième relance. Ça, on s'y attendait pas. Ça a été une belle surprise, en tout cas, du côté de George Russell. Lui qui aurait quand même pu abandonner à cause d'une fuite d'eau. On l'a appris après la course. Votre avis, les gars? Votre avis sur ce premier sacre? Ça y est, il avait manqué de réussite à Bahreïn il y a 2 ans. Ça y est, il est rentré dans les livres d'histoire de la Formule 1. C'est mérité. Il fait un week-end plein, complet, performant.
à ma connaissance, il fait pas d'erreur. Il fait un excellent départ, il fait des excellentes reprises après la voiture de sécurité. Il a un excellent rythme. Mercedes ne va pas l'aider lorsque, lors de la dernière voiture de sécurité, lui, il fait passer le message. C'est le message clairement qui est passé par Russell. Dit à Hamilton de rester derrière pour sécuriser le doublé. Et on lui répond Il non. pose la question. Oui, non, mais c'est le message. Interprétation On connaît, rapide, monsieur Ramani. Moi, c'est Mais comme oui. ça. C'est comme ça que je le prends. Bien sûr. Et c'était, je pense, la volonté de Russell. Et Mercedes lui dit non, tu vas te battre avec ton coéquipier. Il faut juste que ce soit fair play, que vous laissiez de l'espace. Et justement, il n'a pas laissé la possibilité à Hamilton de revenir. Effectivement, il l'a rapidement exclu de la zone DRS. À chaque tour, il prenait 2 dixièmes dans le deuxième secteur à Lewis Hamilton pour l'empêcher ensuite d'être dans la zone DRS, même si Hamilton revenait un tout petit peu sur la ligne droite. De la même manière qu'en course sprint, il a été, comme tu dis, patient derrière Verstappen. Et le tour suivant, le dépassement justement sur Max Verstappen, seulement sur le deuxième secteur suivant, il prend 8 dixièmes à Verstappen. Donc il a été patient, il a su se montrer performant lorsqu'il le fallait pour rapidement s'échapper. C'est au-delà même de cette victoire, c'est même une course référence, un week-end référence pour George Russell. Il n'avait jamais eu la voiture pour avoir ce week-end référence. C'est la première fois qu'il l'a. On peut peut-être dire Bahreïn 2020, mais c'est sa première course chez Mercedes dans une monoplace qu'il ne connaît pas. Et il est déjà plus fort que Valtteri Bottas. Sur cette course-là, en tout cas. Là, effectivement, comme le dit Hamza, il y a tout qui est aligné. La performance de la voiture, la stratégie qui fonctionne, ce qui n'était pas le cas au Mexique, et le pilotage de Russell qui a fait preuve d'un grand sang-froid parce qu'il a quand même dû gérer justement Lewis Hamilton derrière lui, qui certes a eu pas mal de déboires durant la course parce que on pourrait se demander ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cet accrochage avec Max Verstappen, d'autant qu'on a vu que dans le deuxième relais sur les médiums, Lewis Hamilton était très rapide. C'est le seul qui a réussi à faire marcher ses médiums, on a l'impression. Oui, et il lui mettait en moyenne 3-4 dixièmes au tour. C'est juste qu'il avait une grosse dizaine de secondes de retard et que c'était compliqué de revenir. Mais pour autant, la course d'Interlagos a été si complète en termes de rythme et de spectacle que un événement n'a pas pu avantager George Russell sur l'ensemble de la course. Il a fallu à chaque fois refaire le travail. Il a dû d'abord gérer Lewis Hamilton, puis il a dû gérer Sergio Perez, puis il a dû gérer la stratégie décalée de Carlos Sainz, puis il a redû gérer Lewis Hamilton. À aucun moment, on a vu de faux pas particuliers. Donc, je trouve ça très important pour lui qu'il gagne cette course parce que ça lui permet de ne pas cogiter. Tous ces espoirs dont on annonçait qu'ils étaient les pépites et qui débarquaient dans une grosse écurie, ça a souvent floppé si c'était trop tôt. Là, on a vu que le Russell, on l'a fait tard, on l'a fait au bout de 3 ans. Et dès sa première année chez Mercedes, il remporte la seule course pour le moment remportée par Mercedes. C'est un signal fort qui est envoyé, un certainement soulagement qui est fait pour lui parce que voilà, il a vu des jeunes de sa génération gagner avant lui, des Gasly, des Ocon, des Sainz, quoique Sainz c'est un peu plus vieux. Voilà, lui il s'inscrit maintenant en vainqueur de Grand Prix, il a débloqué entre guillemets ce step dans sa carrière, il va pouvoir aujourd'hui peut-être se sentir un peu plus libéré pour piloter aux côtés de Lewis Hamilton et peut-être aussi de dire que la stratégie peut peut-être être équivalente entre la sienne et celle de Lewis. En tout cas, hier soir, ils ont eu le droit de se battre. Ça prouve, c'est un grand signe de confiance quand même accordé par Mercedes, surtout quand on sait que Hamilton courait après sa victoire saisonnière et qu'il ne restera qu'à Abu Dhabi pour le faire. Ouais, exactement. Une petite réaction d'un absent ce week-end. Toto Wolff n'était pas présent du côté du Brésil, mais il a réagi bien sûr à distance. Ouais, il était avec madame, avec Suzy bien sûr sur le bateau du côté de Monaco. Les deux pilotes se poussent, ce qui est très agréable à voir. Ils travaillent bien ensemble et voilà comment ça devrait être. Vous pouvez voir des niveaux similaires entre Hamilton et Russell. Nous avons 2 pilotes alpha, nous disait-il. Attends, je la reprends juste. Nous avons 2 pilotes alpha, ça va être un problème à gérer pour nous, mais un très bon problème. On a l'impression que Mercedes va beaucoup mieux sur cette fin de saison. On a l'impression aussi qu'on peut être optimiste pour l'année prochaine. Ça, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que ça va pas être justement le début des problèmes pour Mercedes s'ils ont une voiture qui peut jouer la gagne et d'avoir justement 2 pilotes aussi proches? Même si là, hier, on a vu l'état d'esprit, c'était très team player entre les deux gars. Je sais pas si c'est un problème aujourd'hui. En tout cas, je trouve que c'est surtout une victoire très importante, plus que pour les pilotes, pour l'écurie. Parce que psychologiquement, ça y est, c'est débloqué. On travaille bien, mais c'est confirmé par une victoire, par un doublé même. Par un doublé, par une pole position, par une première ligne verrouillée parce qu'il y a la pénalité de Carlos Sainz. C'est l'ensemble de ce week-end d'Interlagos, je trouve, qui envoie un message et un signal très positif au sein même de la structure Mercedes. Après, effectivement, il y a les pilotes, mais les pilotes, je pense ce n'était qu'une question de temps. Je pense qu'ils se doutaient que la victoire
pouvait éventuellement arriver. Elle n'est pas passée loin, je crois, aux Pays-Bas. Elle n'est pas passée loin récemment. Silverstone aussi. Silverstone, ouais. Oui, c'est vrai. Et au Donc, Mexique. Tu te retrouves dans une situation où Mais ils les n'avaient pilotes... pas le rythme, excuse-moi de te couper. On avait l'impression, on avait dit. Sur n'avaient pas le certains rythme à ce relais, ils avaient le moment-là. rythme. Il y avait des poches d'espoir. Jamais bout à bout. Là, c'est complet. Si tu prends où était Mercedes en début de saison à Bahreïn, puis lors des 2-3 courses qui ont suivi, et tu regardes la fin de saison et où en est aujourd'hui Mercedes, il y a quand même la possibilité d'être largement satisfait. Après, effectivement, si Mercedes l'année prochaine est au contact de Ferrari et de Red Bull, la question de la cohabitation entre les deux pilotes, la question de la gestion entre les deux pilotes se posera. Parce qu'autant chez Red Bull, j'ai quand même l'impression que Verstappen jouera seul le titre, autant chez Ferrari, peut-être à tort, mais j'ai l'impression que Leclerc jouera seul le titre. Si jamais on doit arriver à... Autant chez Mercedes, les deux pilotes peuvent du coup se tirer dans les pattes. Et c'est peut-être un problème de riche que va avoir à gérer Mercedes. Mais ils l'ont déjà géré avec Nico Rosberg. Et là, ils ont un argument différent, c'est qu'ils ont vraiment un line-up structuré comme étant le patron et le jeune de la relève. Donc en fait, ils peuvent, entre guillemets, jouer là-dessus. Alors que quand on a Sainz et Leclerc, qui sont, entre guillemets, générationnellement les mêmes, en fait, tu peux pas trop dealer avec ça. En fait, c'est soit tu assumes un choix numéro 1 et tu dénigres un des deux, soit tu dois les faire jouer à jeu égal. Là, je pense qu'encore dans la tête de Mercedes et dans le discours à Russell, c'est quand même Lewis Hamilton le patron, et si jamais ils ont ce problème-là à gérer, ils lui feront, à mon avis, comprendre. Sauf si en début de saison, Russell prend 50 points d'avance pour X ou Y raison, et là, justement, ce sera Hamilton s'incliner. Pour revenir sur la question du développement, je pense qu'on ne se rend pas assez compte du travail incroyable qu'a fourni Mercedes. Quand on prend une écurie dominante qui s'est plantée sur un changement de réglementation, ou même d'une saison à une autre. Tu prends Renault en 2006. Ils se plantent en 2007. Plus tout la même voiture. Combien de temps ils mettent pour revenir au top ? Ils sont toujours pas revenus. Tu prends McLaren, après 2008, ils sont tombés en 2009. Comme Ferrari d'ailleurs. Combien de temps mettent-ils à revenir au top ? McLaren, jamais. Ferrari, ils ont mis 13 ans en termes de performance à revenir. Ils se sont battus un peu pour la gagne au milieu, mais jamais vraiment au top. Mercedes, 10 mois. En 10 mois, ils passent de 2 secondes d'écart, comme tu l'as dit. Une 14e place à Imola de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, il termine à un tour de Verstappen. Il est 14e tout le long de la course et il ne passe pas, je crois, une Haas devant lui. Je sais plus, je crois que c'est une Haas, peut-être une Aston Martin. Je crois que c'est une Haas, il me semble. Mais ça fait peine à voir. Là, ils sont de retour à la régulière avec toujours leur concept sans ponton. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas révolutionné le concept de la voiture. Ils ont travaillé sur ce concept et ils ont réglé ce concept. Et au final, il fonctionne sur une piste comme le Brésil, qui est une piste particulière, pas non plus l'exemple même de toutes les pistes au monde, mais ça fait quand même plusieurs Grands Prix qui sont là, placés, jamais vainqueurs, mais placés. Et ils sont plus comme en Belgique, comme au milieu de la saison à 7/10, comme au début de la saison à 1 seconde 5. Ils grappillent 10e par 10e, et là, aujourd'hui, la victoire, sur le Brésil, Mercedes est la première force du plateau, point. Et pour être revenu aussi fort en 10 mois, je trouve ça absolument incroyable. Beaucoup d'écuries sont tombées sur les changements de réglementation. Eux, ils sont tombés. Mais la vitesse et la résilience, franchement, c'est grand chapeau bas à Mercedes. Exactement. Et je crois que c'était Carlos Sainz hier à l'arrivée qui disait qu'il attendait en tout cas que les Mercedes soient au rendez-vous aussi également du côté d'Abu Dhabi. Et Laurent Mekies a déclaré hier qu'aujourd'hui, Mercedes avait la meilleure voiture sur ses dernières courses. D'accord. Bon, écoutez, on verra tout ça d'ailleurs. J'ai oublié de vous en parler en début d'émission, mais à Abu Dhabi, rendez-vous exceptionnel. On n'aura pas rendez-vous le lundi à midi comme d'habitude, mais on fera un live Twitch à partir de 18h30 le dimanche soir pour conclure cette saison 2022 tous ensemble. On vous en reparlera bien évidemment en fin d'émission. On aura l'occasion d'en reparler aussi également mercredi. Soyez bien au rendez-vous à 18h30 dimanche prochain sur Twitch. Deuxième enseignement, les gars, et cette polémique qui a éclaté à la fin de ce Grand Prix du Brésil. On va parler de Red Bull et on va parler de cet imbroglio autour de Max Verstappen et de Sergio Pérez. Regardez plutôt avec ce tableau. Verstappen qui a refusé donc de rendre la place à Sergio Pérez. Je vous rappelle les faits. Pérez est piégé par la deuxième safety car. Lui qui est à ce moment-là chaussé de médium usé lorsque les voitures autour de lui sont repassées par les stands pour mettre des gommes généralement soft et surtout en meilleur état. À ce moment-là, Pérez est 3e. Au restart, il va perdre des places jusqu'à redescendre à la 6e place.
place. Il cède alors la 6e place à Verstappen pour qu'il aille justement essayer de reprendre Charles Leclerc. Red Bull, en fin de course, demande à Verstappen de rendre la place puisque Verstappen n'a pas réussi à aller chercher Charles Leclerc. Et là, on va avoir 2 radios cinglantes de la part de Sergio Pérez et de Max Verstappen à l'arrivée. On a Pérez qui nous dit, Max montre qui il est vraiment. Réponse aussi également de Max Verstappen. Je te l'ai déjà dit la dernière fois, il parle bien sûr à son ingénieur. Je te l'ai déjà dit la dernière fois, les gars ne doivent plus me demander ça. Est-ce que c'est clair ? J'ai donné ma raison et je la maintiens. Bref, voilà à peu près les échanges. Et puis un petit peu plus tard, à l'arrivée de cette course, il va y avoir des révélations qui vont être faites par les journalistes néerlandais. Ça va commencer par Tom Coronel sur les antennes de Viaplay, qui est en fait la chaîne qui diffuse la Formule 1 du côté des Pays-Bas, qui en fait va expliquer que Pérez se serait volontairement crashé en Q3 à Monaco. On se rappelle que Pérez à ce moment-là avait terminé 3e devant Max Verstappen, qui n'avait pas pu terminer son dernier tour pour essayer d'aller chercher la pole, qui avait fini 4e, que Marco et Horner étaient au courant de cette manœuvre et que donc du coup ce Brésil 2022 serait la vengeance de Max Verstappen. Information confirmée un petit peu plus tard par Eric Van Haren du quotidien Le Télégraphe, bien sûr également du côté des Pays-Bas. Eric Van Haren, alors Tom Coronel, il est souvent courroucé et un petit peu critiqué pour des prises de position assez fortes. Eric Van Haren, c'est quelqu'un qui a quand même bonne presse et une bonne légitimité. Bref, on peut croire en tout cas à cette information. Juste après, donc, les 2 pilotes, après toutes ces sorties, les 2 pilotes partent en réunion de crise au sein de Red Bull. Et en sortant de la réunion de crise, les pilotes vont se présenter devant la presse. Et voilà ce qu'ils vont dire. Regardez un petit peu les 2 sons de cloche. Ça a tiré à sulfateuse, notamment du côté du Mexicain Sergio Pérez. Évidemment, je suis déçu, surtout après tout ce que j'ai fait pour lui par le passé. Il n'y a pas de secret à ce sujet. Je ne comprends pas quelle a été sa réaction. S'il a 2 championnats, c'est aussi grâce à moi. Les termes sont posés. Max Verstappen qui dira un peu plus tard: je comprends que Checo soit déçu, mais j'ai aussi donné mes raisons pour lesquelles je ne l'ai pas fait à propos de quelque chose qui s'est passé dans le passé. C'est pourquoi nous nous sommes tous assis ensemble et nous en avons parlé. Je pense qu'en tant qu'équipe, nous devons avancer. À Abu Dhabi, ils sont à égalité de points avec Charles Leclerc. Et s'il a besoin d'aide là-bas pour finir devant Charles, je l'aiderai. Les amis, votre avis sur cet imbroglio et cette triste affaire, cette sombre affaire, on peut le dire, hein. Ouais. Alors, il y a quand même beaucoup d'aspects à prendre en compte. Le premier, qui est le plus grave, si Pérez a réellement fait ça, va falloir faire quelque chose au niveau de la FIA. Tu veux faire quoi ? Le problème, c'est que tu ne pourras pas le prouver. Ah, bah alors, justement, aujourd'hui, il va certainement falloir que Red Bull s'exprime, parce que si ça sort comme ça, ce qu'a fait Sergio Pérez, c'est un comportement antisportif. Alors oui, quand on prend l'exemple Michael Schumacher, on n'avait pas eu de répercussions. Nico Rosberg en 2016, est-ce qu'il l'a fait exprès, est-ce qu'il l'a pas fait exprès, on ne sait pas. Mais là, en fait, si un problème interne vient déborder sur l'externe avec une déclaration pareille, ou en tout cas des rumeurs pareilles, si elles se confirment, c'est un comportement antisportif. Et comment tu veux le confirmer ? Parce que, en fait, pour tout vous expliquer, il va falloir qu'il s'explique. Il y a une télémétrie qui existe, qui est bizarre par rapport à cet accident. Alors, vu voilà. Mais on a Sergio Pérez qui, lui, s'est justifié en expliquant pourquoi il avait réaccéléré un petit peu tard et de manière un petit peu brutale. Ouais, donc à partir du moment où il n'y a pas d'aveu, ça va être compliqué de... Je sais pas, Hamza, non, tu penses que ça peut être prouvé ? Je sais pas si ça peut être prouvé, mais du coup, on est tous retombés, je pense, hier sur les télémétries, sur la vidéo. Le board, avec un excellent... Il y a une... je suis pas à sa place, donc je sais pas. Il est impossible pour moi de dire qu'il l'a fait exprès. Mais disons que je suis très 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 soupçonneux bien sûr. sur le comportement effectivement de Sergio Pérez en qui était Q3 passé totalement inaperçu à Monaco. Mais c'est ça la question en fait. Non, je suis pas. Non, rappelle-toi, on en avait parlé. Ouais, mais... On avait dit, tu sais, genre théorie du complot, je me rappelle, on avait dit, tiens, c'est bizarre, c'est marrant, c'est bizarre de se cracher ici, etc. Bon, après, voilà. Surtout que c'était ceux que ça avantageait, c'était les 2 mecs qui s'étaient crachés. C'était Pérez et Sainz. Quoique Pérez, il est 3ème, non, à ce moment-là, parce que t'as une première ligne 100% Ferrari. C'est Pérez 3, Verstappen 4. Oui, voilà. Verstappen 4 et Sainz, c'est... C'est ça. T'avais Sainz et Leclerc. Leclerc en pole et Sainz, c'est deuxième. Enfin bref, passons. Mais après, qu'est-ce que tu veux faire ? Après, moi j'ai toujours ça c'est peut-être le fait que je bosse dans le foot qui me fait me calmer, mais j'ai toujours du mal à croire à 100% aux informations qui viennent d'un média du pays de la personne victime.
En Ça, l'occurrence, c'est du snobisme français, excuse-moi. hein. non, mais écoute, quand tu as des informations de Marca à chaque fois qui concernent les transferts sur le Real Madrid et qui tape sur Kylian Mbappé, tape, c'est souvent la même chose. Et à l'inverse du côté du Parisien, et à l'inverse du côté de la Gazzetta, enfin, souvent, ça va quand même, ça tend vers le chauvinisme de chaque pays. Et je trouve que là, comme ça vient d'un journaliste néerlandais, je suis un petit peu en mode, ok, bon, est-ce qu'ils sont pas en train de Le dire ça Télégraphe, par c'est rapport sérieux à... quand même. Le Télégraphe, c'est sérieux. Le Parisien, Moi- c'est sérieux, et Marca, c'est censé Ouais, être sérieux. Télégraphe, c'est pas le Parisien. Enfin, pardon pour le Parisien. Moi, juste quand même pour préciser, à la différence, pour te répondre, on en parlait hier, c'était très intéressant sur le live brut. À la différence du foot. Moi, j'ai la sensation que les journalistes F1 font un petit peu plus de rétention d'informations. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des bruits, on peut leur donner des indications, mais à un moment donné, il y a une donnée technique qu'il faut prouver. Et comment tu recoupes l'information ? Tu es journaliste néerlandais, Max Verstappen te dit Pérez s'est craché volontairement, il l'a dit en interne dans l'écurie. Aujourd'hui, comment tu fournis la preuve en tant que journaliste que Pérez s'est craché ? Non, t'as juste Est-ce le que scoop tu de as Verstappen. Est-ce que tu as intérêt à sortir le scoop si tu n'as pas la preuve, on va dire, formelle, etc. Donc moi, ce que je pense, c'est que les journalistes néerlandais avaient cette info ou avaient été mis au courant par Verstappen ou son clan depuis longtemps. Et le fait que Max dégoupille avec cette petite phrase, le fait qu'il y ait cette réunion de crise derrière, etc., leur a peut-être permis de sortir cette info en termes de timing. Oui, je sais moi, pas ce que tu en j'aimerais bien penses, toi, que les- Hamza. J'aimerais bien que les médias néerlandais aient la réponse de Checo. Et tu vois, en fait, ça vient Checo n'a pas démenti. pour le moment. Mais ça vient des Néerlandais. Tu vois, Mhm. c'est Verstappen qui a informé les médias de son pays sur ce qui s'est passé. Et en fait, t'as qu'un son de cloche, t'as que celui de Verstappen. Mhm. Pour le moment, ni Horner, ni Marco, ni Pérez n'ont réagi. Mais parce qu'ils ne peuvent pas, en fait. Donc on n'a qu'un côté. Pour conclure très rapidement, parce que je suis pas sûr que ce soit le thème principal, Oui, mais non, mais effectivement, ce que dit le journaliste, c'est que Pérez, après Monaco, l'a avoué à Horner et à Marco, Mhm. et que Verstappen l'a appris. Oui. Alors comment est-ce qu'il l'a appris, ça on ne sait pas. Mais encore une fois, je suis pas sûr que ce soit le débat le plus important. Moi, pour revenir sur ce qui s'est passé hier, je peux comprendre la frustration de Verstappen par rapport à Monaco. Je peux comprendre le désir de vengeance, mais je trouve ça complètement idiot de se comporter de la sorte dans la gestion d'un coéquipier, dans la gestion d'une équipe à moyen long terme, pour Oui. diverses raisons. La première, avant même de parler du cas Verstappen, c'est que pour l'écurie Red Bull, dans son histoire, n'a jamais remporté le titre pilote Ouais, avec le vice-champion du monde. C'est vrai. Weber n'a jamais terminé deuxième du championnat du monde avec Vettel champion du monde. Donc pour Red Bull, ça concrétiserait déjà la plus belle saison de son histoire en Formule 1. Verstappen décide donc que pour lui, le plus important à ce moment-là, ce n'est pas de satisfaire l'écurie, ce n'est pas de satisfaire les milliers d'employés, les ingénieurs, les mécaniciens, tous ceux qui s'arrachent pour lui fournir un avion de chasse cette année, qui méritent d'avoir une récompense supplémentaire avec un titre honorifique de vice-champion du monde. Moi, c'est pas quelque chose qui me passionne, de savoir qui terminera deuxième. Dans 20 ans, je l'aurais certainement oublié. Mais pour l'écurie, c'est très important. Verstappen se place devant cette écurie et se dit, écoutez, moi, ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Le plus important, c'est que ma vengeance soit accomplie par rapport à ce qui s'est passé il y a 6 mois. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, et c'est là où je le trouve vraiment idiot, pardon du terme, l'année prochaine, tu auras peut-être besoin de Sergio Pérez. Sûrement même. Et si Sergio Pérez, qui a toujours été loyal envers Verstappen, on l'a vu à Barcelone en 2022, alors qu'à ce moment-là, Pérez, il jouait le titre. Alors on n'était qu'en début de saison, mais il pouvait avoir des ambitions de titre. Il a réagi et il a écouté les consignes d'équipe de Red Bull qui ont permis à Verstappen de passer Sergio Pérez. Parce qu'à ce moment-là, on se retrouvait dans une situation où, quelques GP après, s'il n'y avait pas eu ce swap, on aurait pu avoir quasiment, je crois, une égalité entre Pérez et Verstappen. Il a eu besoin de lui. Effectivement, la déclaration de Pérez, elle est véridique. S'il n'y a pas Pérez à Abu Dhabi, Verstappen, il n'est jamais champion du monde. Et toutes les éloges que l'on fait, encore une fois, je te rappelle le scénario, si Pérez ne retient pas Hamilton, il peut s'arrêter devant Latifi, et derrière, il ressort devant, et Hamilton est premier. Pour revenir aussi à Sergio Pérez, il a totalement raison quand il dit donc que Verstappen ne serait pas doublement titré, et aussi et surtout toutes les éloges que l'on fait depuis le début de saison sur le comportement en piste de Max Verstappen, sur son interprétation des situations, sur cette sérénité qui se dégage de lui, on aurait eu peut-être certainement un Max Verstappen différent cette saison. Titré, pas titré, ça c'est un autre débat.
Donc, pour toutes ces raisons, te mettre potentiellement, peut-être que Sergio Pérez sera quand même loyal l'année prochaine et qu'il oubliera, mais te mettre potentiellement à dos un coéquipier dont tu pourrais te servir la saison prochaine sur une lutte à 3 équipes, je trouve pas ça très malin. Dans ce qui concerne le débat sur la futilité de la réaction, oui, c'est futile. C'est puéril. Et effectivement, ça fait tiens, voilà, je te la mets, tu me l'as mise. Après, il l'avoue, enfin, Verstappen dans la radio, excuse-moi de te couper, Brice, dans la radio, il dit à Red Bull, je vous ai prévenu l'été dernier. Donc c'est quelque chose, lui, c'est resté dans son esprit, mais en tout cas, il a pas pris Red Bull en traître. Il en avait déjà parlé. Oui, mais certainement que Red Bull s'est dit, oui, c'est loin. Après, comme tu dis, effectivement, il va avoir besoin de Sergio Pérez et c'est pas malin sur le long terme d'avoir pensé comme ça. Soit. La déclaration de Pérez, moi, je la trouve un peu osée quand même, dans le sens où il a 2 titres de champion du monde grâce à moi. Grâce à lui d'abord. On va se calmer. Non, mais si tu veux, il a peut-être eu besoin de Sergio Pérez à Abu Dhabi l'année dernière. Cette année, Pérez ou pas Pérez, il est champion du monde. Hein. Il a 139 points d'avance, Max Verstappen. Factuellement, on va se calmer. Hein. Factuellement, il a 2 titres aujourd'hui. S'il n'a pas 2021, il n'a pas 2 titres. Mais Pérez, ce qu'il fait... si tu veux jouer sur les mots, on prend la déclaration de Sergio Pérez. Abu Dhabi, et ce qu'il fait toute la saison. En fait, oui, bien sûr qu'il aide Red Bull et Max Verstappen dans la conquête de ce titre. Mais si, à l'entendre parler, c'est lui qui a fait la voiture. Enfin... Mollo, oui, Pérez a été au service de Max Verstappen à chaque fois que Max Verstappen a eu besoin de lui. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais qu'il n'oublie pas pourquoi il est encore en Formule 1, Sergio Pérez. Il a signé. Et il sait pourquoi il a signé. Donc, c'est une question qui s'indigne, je le comprends tout à fait, parce que ça fait Verstappen, c'est pas cool. Enfin, je veux dire, cette photo, c'était pas hier. Hein. Oui, non, oui, parce que ça, on a l'impression, mais... il a fait le gamin hier, je trouve. Après, on peut dire qu'il a fait la force de caractère, j'oublie pas, le grand champion, tout ça. Il y a toujours ce débat entre insolent ou génie. On est bien d'accord. Mais je trouve quand même que Sergio Pérez, il est au courant de pourquoi il est là. Il a signé en tant que 2e pilote alors que plus personne ne voulait de lui. Red Bull l'a voulu parce que c'était un combo parfait d'expérience et de bons pilotes et qui surtout ne chercherait pas des noises à Max Verstappen parce qu'il était en fin de carrière. Donc, je comprends qu'il joue sa carte dans le sens où, oui, je signe ce que vous voulez que je signe et maintenant, après, j'ai mes ambitions personnelles là-dedans. Mais il n'a pas été pris en traître sur ce qu'il devait être lors de son contrat chez Red Bull. Il devait être un faire-valoir de Max Verstappen. Et on le sait. Et ça nous crève le cœur à nous aussi quand on voit Pérez devoir lâcher la position à Barcelone pour Max Verstappen. Parce que oui, on aimerait le voir jouer ses chances à plein potentiel, on va dire. Mais on le sait tous au moment où il signe, ce qu'il est venu faire là. Donc, qu'on fasse pas les vierges effarouchées au moment où ça se produit. On le savait qu'il y avait cette possibilité. C'est pas cool. Red Bull en plus sait que c'est pas cool parce qu'ils ont demandé à Verstappen. Et tu connais le bonhomme Pérez, tu connais le bonhomme Verstappen, tu connais l'écurie Red Bull, t'avais quand même 2 chances sur 3 que ça arrive à un moment donné. Et puis on se retrouve dans la même situation, Vettel-Weber, le Multi-21 à Malaisie 2013. Les explications de Vettel à l'époque, c'est j'ai pas oublié ce que Weber a fait au Brésil 2012. Et il y en a un qui a 4 titres et l'autre qui est consultant. Donc, il y a un moment donné, si tu veux être champion dans ta catégorie, bah, tu dois te comporter comme ça. Mais pour Sergio Pérez, l'accomplissement de sa carrière, cette fin de carrière, c'est de devenir deuxième du championnat du monde. Parce que le titre, je pense qu'il estime, à juste titre manifestement, qu'il ne l'aura jamais. Donc pour lui, terminer vice-champion du monde, c'est quelque chose d'important. Si tu lui enlèves ça, potentiellement, encore une fois... Mais c'est très mauvais pour Red Bull sur le long terme, tout à fait d'accord. On est d'accord. Mais après, encore une fois, moi le premier, les manipulations entre guillemets de résultats, c'est quelque chose qui me gonfle. Voilà, moi, par rapport au sport Formule 1, je suis ravi que Verstappen n'ait pas donné sa position. Mais de la même manière, je suis ravi que Sainz n'ait pas donné sa position à Leclerc. Maintenant, il y a aussi, je me mets à la place de l'écurie, je me mets à la place de Verstappen et de Pérez. À part satisfaire son ego, je vois pas ce qu'il a gagné Verstappen. Parce qu'après il arrive avec une déclaration maintenant que tout le monde se comporte en professionnel et qu'on oublie ça, on tourne la page et que pour Abu Dhabi j'aiderais Sergio Pérez. Connaissant le bonhomme, tu te dis qu'il a tapé du poing sur la table en se disant j'ai fermé ma bouche là à ce moment-là, mais t'inquiète pas qu'à un moment donné tu vas le payer.
Je pense que c'est vraiment Oui, mais ça. celui qui Et risque après, de si plus de maintenant, payer- un partout, à Abu Dhabi, je ferai ce qu'il faut. Je ferai mon taf, tu feras ton taf et basta. Mais j'ai pas oublié ce que tu as fait, c'est œil pour œil, dent pour dent. Maintenant qu'il a rendu le coup qu'il devait rendre, pour lui, je pense qu'il est en mode ok, très bien, je vais l'aider, J'espère- Sergio. Pour conclure sur ce thème, j'espère juste que Sergio Pérez, l'année prochaine, il sera aussi dans ce œil pour œil, dent pour dent. Et qu'il ne l'oublie pas. Parce que Ben- Verstappen, il faut aussi qu'il apprenne à la dure, j'ai l'impression. Parce que quand on essaie de lui donner des consignes ou des indications, il la joue solo. Donc quand l'année prochaine, si l'année prochaine, tu perds un titre de champion du monde parce qu'à la 7e course, Pérez ne t'a pas donné la victoire, à ce moment-là, il ne faudra pas venir pleurer. Je suis d'accord. En tout cas, les gars, ce qu'on peut dire, ce qui est un peu regrettable, c'est qu'on a l'impression il se met aussi un petit peu au-dessus de l'institution et que les insinuations vis-à-vis de Checo Pérez et de ce qui aurait pu se passer à Monaco sont quand même assez graves. Enfin, ça pourrait avoir des retombées très négatives quand même pour Red Bull et pour Pérez. Parce que si bien la punition, c'est Red Bull qui l'a déjà prise en orientant juste après Monaco, comme par hasard, le développement vers Max Verstappen. Et à ce moment-là, on a eu un gros trou de Sergio Pérez en termes de réglage. Ça se trouve, la punition était déjà prise en interne, entre guillemets. possible. Donc peut-être que là, il se fait un peu justice lui-même et que oui, ça aurait été à Red Bull de régler ce problème pour que à ce moment-là, Pérez grappille ses points de plus et soit en position avantageuse vis-à-vis de Charles Leclerc arrivé à Abu Dhabi. Tu parlais de punition. Max Verstappen a été puni aussi pendant ce Grand Prix. Il y a eu cet accrochage avec Lewis Hamilton. Je peux pas résister à vous poser la question de votre avis justement, puisque c'était assez clivant et assez clivé cette question. Est-ce que Max Verstappen méritait justement cette pénalité ? Alors, d'un côté, on peut se dire est-ce que Lewis Hamilton lui a laissé assez d'espace ? Verstappen très clairement a forcé le passage. Pourquoi une pénalité de 5 secondes contre Max Verstappen, les gars, et pourquoi pas un incident de course ? De la même manière qu'à Monza, je trouve. Si ce n'est que moi, je comprends la pénalité à Verstappen. Sur le direct, je me dis que c'est 200% sa faute. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit, ouais. Après revisionnage des on-board, je trouve qu'il y a quand même un partage des torts, oui. Mais la situation est provoquée par, à mon sens, un forcing de Max Verstappen sur le freinage. C'est un freineur extrêmement talentueux et il était loin de Lewis Hamilton au moment où il freine, et l'enrouler vers l'extérieur avec ce freinage est assez impressionnant. Mais pour autant, c'est facile de se retrouver au niveau des roues de ton adversaire si tu ne freines pas. En tout cas, tu freines moins. Si son freinage l'emporte à l'extérieur et qu'il se retrouve au niveau des roues, est-ce que ça justifie pour autant le fait que Hamilton doit s'écarter ? C'est-à-dire qu'il va gagner la position vraiment par la force, mais quand je dis par la force dans le sens du terme, par le forcing. Maintenant, au moment du deuxième S, il n'est pas devant. Il n'est pas devant, donc est-ce qu'Hamilton a une obligation de laisser l'espace ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a absolument pas tout fait pour éviter l'accrochage de Lewis Hamilton. Ça, c'est sûr et certain. Mais je comprends Max Verstappen qui se dit « je suis enfermé », mais je me dis « tu t'y es un peu mis tout seul dans cet enfermement. Tu es allé chercher justement cet endroit alors que Lewis Hamilton ne te devait rien parce que je n'étais pas roue contre roue. » Donc, je mettrais un 65-35 après avoir mis un 95-5 au début. Je mettrais un 65-35 pour Verstappen parce que il provoque la situation. Hamilton ne fait rien pour l'aider, mais il provoque la situation, à mon sens. Pour moi, si j'établissais les règles, c'est un incident de course. Voilà, Hamilton ferme la porte, il laisse absolument pas la place à Verstappen. Verstappen force le passage, incident de course. Maintenant, le règlement 2022 fait que, effectivement, quand tu n'as pas au moins les roues à hauteur de celles de ton concurrent, tu prends une pénalité. Moi, ce qui me dérange, c'est que cette pénalité soit aussi forte que d'autres pénalités que l'on a pu avoir tout au long de la saison. J'aimerais juste revenir, parce que Brice a tout dit. À la fin de la course, décidément, Verstappen était en verve. Déclaration sur l'accrochage avec Hamilton. Je savais, il dit, ouvrez les guillemets, je savais qu'il n'allait pas céder. Moi, je ne voulais pas céder. Je savais qu'on allait s'accrocher. Au final, moi, je perds 5 secondes, lui perd la course. J'ai même envie de dire cette fin de phrase, on peut l'oublier. Je répète. Je savais qu'il n'allait pas céder. Je ne voulais pas céder. Je savais qu'on allait s'accrocher. Ça choque personne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as un pilote qui publiquement te dit volontairement, je l'ai fait. Volontairement, je n'ai pas évité l'accrochage. Au-delà même du danger que ça peut procurer à terme sur cette situation ou sur bien d'autres situations, ça pose de problème à personne. C'est la même que Monza.
Enfin, moi je trouve. Hein, c'est bien la preuve qu'il y a un antagonisme entre ces deux garçons et qu'il se passera, quoi qu'il arrive, à chaque fois quelque chose lorsqu'ils seront ensemble. Je l'avais dit il y a 2 semaines ou 3 semaines, Verstappen, quand il se bat contre Leclerc, c'est propre. Et c'est pas la même, exactement. Quand il se bat, on a vu contre Russell, alors c'est arrivé très rarement par rapport au combat rapproché avec Leclerc, c'est propre. Oui. Vivement 2023, si on doit se retrouver dans les mêmes situations. Lewis Hamilton a réagi au crash en disant « j'ai bien compris que j'étais devenu une cible ». D'accord. Bon. C'est ce qu'il a dit après la course. J'ai bien compris que j'étais devenu. Et Hamilton, par contre, ne cède plus comme il le faisait début 2021, parce qu'il a compris son erreur. Ouais, mais là, il a pas de titre à jouer. Dire, J'aime autant te dire qu'à mon avis, je pense 2021 quand même, je pense qu'il a cédé un nombre de fois beaucoup trop important par rapport à ce qu'il voulait. Mais en début de saison, parce que lui à l'époque, saison aussi même. Ouais, surtout en début de saison, tu peux lui faire le reproche Imola, quelque part. Même Jeddah, des fois, il y a un moment il lâche. Le deuxième départ de Verstappen à Jeddah en 2021, Hamilton, il cède. Les gars, faut qu'on avance. On referme ce long enseignement consacré à Red Bull et essentiellement à Max Verstappen et on fonce sur Ferrari, la frustration de Charles Leclerc. Charles Leclerc Ferrari surtout, qui avait un rythme retrouvé à Interlagos. C'était clairement la deuxième force ce week-end derrière Mercedes, devant les Red Bull. Encore une gestion catastrophique en Q3 vendredi. Je ne sais pas s'il faut vraiment y revenir avec les médiums chaussés, notamment sur la voiture de Leclerc. Et puis la belle remontée surtout du Monégasque samedi en sprint. Et puis il y a eu ce crash et le fait qu'il n'y ait pas eu de consigne, là encore une fois, du côté de chez Ferrari. L'accrochage avec Norris après la première relance et le petit miracle, parce qu'au moment où on le voit dans le mur, on a quand même la sensation qu'il ne repartira pas. Nous, à l'antenne sur Winamax, on a annoncé même une possible safety car. C'est vous dire si on était pessimiste sur les chances de Charles Leclerc. Aussi, on y a tous cru, t'inquiète pas. Canal dit abandon de Charles Leclerc. Ouais, voilà, tout simplement. Ferrari qui avait évoqué avant en briefing pilote avant la course, Ferrari qui avait évoqué un possible échange de position, un swipe bien sûr, pour avantager Charles Leclerc si jamais Leclerc était derrière Sainz. Leclerc qui demande à la radio en fin de course justement que Sainz lui cède la troisième place, mais la réponse de Ferrari c'est qu'Alonso est en embuscade à je crois 1 seconde 2, 1 seconde 3 du Monégasque. Le Monégasque lui-même à 3 secondes de Sainz et avec un rythme beaucoup plus lent, enfin plus lent en tout cas. Refus catégorique de la Scuderia. Est-ce que la frustration de Leclerc est légitime les gars à l'arrivée de ce week-end brésilien? Au vu du rythme, au vu des circonstances. Oui, au vu du scénario. Après, oui, au vu de la saison. Là, il a enfin une voiture et ils font des bons arrêts. Il a enfin tout ce qu'il faut pour aller faire un résultat. Oui, c'est légitime. Après, les choix de Ferrari se justifient sur la fin. Effectivement, Alonso était arrivé comme un boulet de canon. Un swap de position à ce moment-là, c'est dangereux. Donc, je les comprends. Et il ne faut pas blâmer Carlos Sainz. Parce que pour le coup, il y a des échanges de positions qui ont été refusés sur certaines écuries. Carlos Sainz avait dit que si on le lui avait demandé, il l'aurait fait. Mais justement, on ne lui a pas demandé. Voilà. Et on ne le lui a pas demandé. Donc là-dessus, c'est vraiment un choix de la part de Ferrari qui se justifie par justement cette présence d'Alonso derrière et que Alonso était réellement dangereux. Donc, frustration légitime par rapport à... Je suis heureux de te l'entendre dire. Hein? Je suis heureux de te l'entendre dire. Non, mais il faut essayer d'être objectif. Attends. C'est une blague, c'est une vanne par rapport à ce qui s'est passé samedi. Ouais, je suis premier degré aujourd'hui. mais c'est la frustration légitime dans le sens où, évidemment, la course de Leclerc, elle est incroyable. Il fait un très bon départ, il fait un très beau dépassement à l'extérieur qui, certes, le met en danger, comme tout dépassement à l'extérieur dans un courbe rapide par rapport à Norris. Il repart... Résilience avec cet arrêt au stand, avec cette remontée qui a été difficile parce que beaucoup d'arrêts au stand, donc on repart à chaque fois en arrière. Il remonte beaucoup mieux que Max Verstappen, ce qui est quand même l'inverse de toute la saison dès qu'il y a eu un accrochage ou quoi. Il se retrouve en position de jouer le podium. Oui, évidemment que c'est compréhensible. D'autant qu'à mon avis, je pense que si les deux Ferrari partent devant, elles luttent avec les Mercedes. Bien sûr. Elles sont pas larguées. Tout l'imbroglio du vendredi, du coup. Voilà, c'est frustrant de se dire qu'il fait 4e sur un résultat qu'il fait quand il s'arrache avec une mauvaise voiture, alors que là, il avait une voiture pour jouer potentiellement de très très gros points face à Pérez. Et surtout quand on voit que Pérez dégringole au classement, c'est une mauvaise stratégie de pneu médium. Donc évidemment que c'est frustrant. Après, dégringole à cause des médiums, Pérez. Non, c'est une mauvaise stratégie, c'est la safety car. Oui, mais c'est une stratégie qui s'est révélée être mauvaise à cause de la safety car, excuse-moi. Donc oui, c'est frustrant. Au-delà de ça, est-ce qu'on doit considérer comme frustrant le fait que c'est le scénario de la course qui a voulu ça et pas une erreur humaine? Il y a eu tellement d'erreurs humaines cette saison chez Ferrari qu'aujourd'hui, qu'il y en a eu une vendredi, je suis d'accord. Mais là, dimanche, je trouve qu'ils ont maximisé. Avec un Leclerc qui se retrouve dernier, avec l'aileron avant dans le mur, faire 3 et 4, alors que Sainz partait 7.
je serais très content de la place de Ferrari d'avoir limité la casse à ce point-là face à Mercedes au championnat et qu'aujourd'hui ils peuvent se présenter à Abu Dhabi toujours en position de force. Ils font doubler en face. Donc frustration, oui, mais quelque part c'est quand même pas si mal ce qu'ils ont fait surtout ce week-end. parce qu'il y a le résultat final. Il finit 4e, Charles Leclerc. Mais avant la voiture de sécurité, Leclerc il est 5 ou 6e. Oui, c'est vrai. Il est il y a Pérez qui est devant. Je sais plus à ce moment-là s'il est juste derrière ou juste devant Valtteri Bottas. Mais déjà, il fait une remontée qui, à ce moment-là, lui permet déjà d'être 5e. Et on lui posait la question, est-ce que tu veux rentrer au stand ? Lui, il dit non, vas-y, on va rester comme ça, on va tenter le coup comme ça. Bon, choix qui a été finalement payant. Mais la course, effectivement, de Charles Leclerc, elle est exceptionnelle. Le week-end de Carlos Sainz, il est très solide. Excellent. Moi, j'aimerais revenir sur vendredi. J'aimerais avoir ton avis, Brice Germain, par rapport à la qualification. Pourquoi ? Le choix de mettre des Ferrari, inters ? Ouais. Bah écoute, Comment tu l'expliques quoi ? alors, Parce moi, que personne ne se l'explique encore aujourd'hui. je vais te dire très clairement, personnellement, comment j'étais devant la télé. J'ai ri. J'ai ri de A à Z en me disant mais quel bouffon. Mais un poil jaune, t'as ri, mais un poil jaune. Quoi. Oui, jaune moderne. Pareil. Mais après, c'est très facile de les juger quand on estime qu'il va pleuvoir et qu'il pleut finalement pas. C'est-à-dire que Donc il pleut 5 minutes après ou 3 minutes après. voilà, il tente un truc. Bon, bah si le pari avait été payant, on C'est les des aurait génies. loués. Mais oui. Donc, moi je ris à ce moment-là en tant que supporter de Ferrari, en mode mais qu'est-ce qui nous branle, les machins. Évidemment, je ris à ce moment-là. Mais le choix est pas déconnant. On a loué Spiker en 2007 au Nürburgring pour avoir mis des pneus extrêmes sur la voiture de Marcus Winkelhock, alors qu'il faisait sec au moment où ils ont été partis. Et au bout de 3 tours, il est en tête du Grand Prix alors que c'est son premier Grand Prix. Et à ce moment-là, oh là, Winkelhock, génie, Spiker, génie. Bon, bah voilà, c'est des averses, ça arrive, ça Mais tombe, tu parles ça de tombe pas. Spiker, une écurie de fond de grille, là on est Ferrari qui avait le deuxième rythme sur le Non, week-end. mais je Est-ce pose que la tu question- prends autant de risques que ça ? Je C'est ça que pose je veux la dire. question de manière Est-ce qu'il savait ce qu'il assez faisait à côté provoque. Hmm. Moi j'aime les paris. Donc moi à ce moment-là, je fais C'est un pari bravo, tu tentes. T'as perdu. Alors il y a plusieurs choses. Le pari tu le tentes avec Leclerc et pas avec Sainz, alors que c'est Sainz qui est pénalisé. C'est la première chose. Ça, c'est bête, je trouve. La deuxième, est-ce que Charles Leclerc n'a pas validé aussi ce... Enfin, moi, ça me semble surprenant si c'est la décision uniquement de Ferrari, qu'on donne les intermédiaires uniquement à un pilote et pas à l'autre. Moi, je pense que Leclerc, j'en ai absolument pas la certitude, peut-être que Charles Leclerc va démentir, mais je pense que Leclerc valide aussi ce pari. Mais après, il y a le bégaiement du premier tour. Après, effectivement, et là, C'est- il y a un réel problème, et c'est là où tu comprends la frustration de Charles Leclerc. Ouais. Parce qu'effectivement, il pleut pas. Là, faut t'arrêter tout de suite, parce que quoi qu'il arrive, même avec les intermédiaires, quoi qu'il arrive, s'il commence à pleuvoir, ils auront déjà fait un tour avec les pneus secs, ils auraient été devant. dans le troisième secteur, on lui dit non, ne t'arrête pas, il pleut des gouttes au virage 12. Et au moment où il coupe la ligne des stands, il y a le box. Et là, Ça arrive trop il tard. pète un câble parce que ça arrive à ce moment-là et qu'ils auraient pu le prévenir 6, 7, 8 secondes plus tôt et ça aurait été suffisant Par pour contre, aller faire un temps en Q3. La Q1, pareil, il a les intermédiaires. On lui donne les slicks, on lui donne des slicks usés, alors que lui, il voulait des neufs et qu'on lui avait dit, on va te donner des pneus neufs. Et c'est Leclerc à la radio, guys, des neufs. Tu vois, il commence à hausser le ton. Franchement, là, c'est pas évident d'être à sa place. Honnêtement, Bien sûr, c'est mais pas évident d'être pilote Ferrari aujourd'hui. Si on prend cette saison 2022 avec recul pour Charles Leclerc, est-ce que, alors c'est peut-être un peu provoque ce que je veux dire, mais est-ce que c'est pas la saison qu'il lui fallait pour changer de dimension en termes mental ? Parce que moi, le Charles Leclerc que j'ai vu hier, c'est pas le Charles Leclerc que je voyais l'année dernière ou l'année d'avant. Dans le sens où il s'est retrouvé derrière, il n'a pas surpiloté, il a bien piloté pour revenir, ce qui n'était pas le cas avant quand il partait derrière. Je l'ai trouvé incisif avec Ferrari. Je l'ai trouvé dégoûté de façon justifiée, énervé, agressif, mais juste. Et quand on disait Charles Leclerc a-t-il assez de mordant pour aller devenir champion du monde, est-il assez agressif, on l'avait vu en Autriche en 2019 avec Max Verstappen où il avait dit ah bah puisque c'est comme ça je vais rouler différemment. On n'a jamais vu assez de steps passer. Est-ce que c'est pas cette saison, enfin 2 saisons moribondes en 5 et 6e place, plus ce goût de titre, mais une écurie totalement désorganisée sur beaucoup d'aspects, qui lui donneront ce couteau entre les dents et cette envie, ce comportement différent en 2023. Je sais pas, en tout cas, ce que j'ai vu hier de Charles Leclerc m'a montré qu'il en avait ras-le-bol de ce qui se passait et que potentiellement on n'aura pas le même homme
en 2023. Mais Et c'est prometteur. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il a repris quand même John Elkann, pardon, qui est le big boss, on va dire, de la maison Ferrari. Il l'a repris la semaine dernière concernant le fameux objectif 2026 pour devenir champion du monde, où lui il a dit non, c'est pas 2026, c'est maintenant qu'il faut se préparer. Donc ça peut valider un peu plus de En caractère. finale de Coupe du Monde, tu mènes 2-0, tu dis pas je suis pas prêt. Tu vois. Et puis Exactement. on se souvient de l'ITV en début de saison de Charles Leclerc, Oui. qui disait 5 victoires. Finalement, On y il est n'en pas. aura que 4. 3. Ouais, on y est 4 pas. en tout. Ouais. 3 pour lui, 1 pour Sainz. Mais 5 victoires, c'était pour Ferrari, je crois. Non, c'était pour lui. Non, pour lui. C'était Ah, son pour lui, objectif Enfin, pour il lui. me semble. Hein. Alors qu'après ouais. l'Australie, on se dit 5 victoires, c'est tout. C'est pas beau, ouais. On se disait que c'était pas grand chose. Les gars, fonçons sur le 4e enseignement, une déclaration d'amour. On va parler avec le cœur là tout de suite pour refermer ce débrief du Grand Prix du Brésil. Et parlons d'un mythe, Interlagos, ce rendez-vous chargé d'histoire qui nous offre toujours, ou presque, des courses spectaculaires. On a vu encore une fois que ce tracé offrait du spectacle et a notamment pu mettre en valeur un format qu'on a beaucoup critiqué, qui était le format sprint. Et franchement, je ne sais pas votre avis, mais samedi, je me suis régalé sur ce format sprint. La passion forcément du public brésilien, cette atmosphère aussi unique, de par la situation, la localisation du circuit d'Interlagos. Et pourtant, rappelez-vous que en 2020, ce circuit était menacé, déjà parce que Bolsonaro, qui était alors au pouvoir, souhaitait déménager le Grand Prix du côté de Rio de Janeiro, parce que Liberty Media craignait pour la sécurité des équipes, puisqu'on rappelle que, et Jarno Trulli nous l'avait très bien expliqué, que ce circuit est situé bien sûr non loin des favelas, et finalement il y a eu une prolongation jusqu'en 2025, avec l'arrivée aussi d'un nouveau promoteur, puisque le précédent promoteur était quasiment en faillite. Les gars, je vous pose même pas de questions. Laissez parler votre cœur et votre amour du sport automobile et du Brésil. Je vais commencer avec le spécialiste de l'Amérique du Sud. Là, je pense qu'on est parti pour une belle ode. Non, mais écoute, Sortez les violons, s'il vous plaît. Non, mais en fait, j'ai pas souvenir. Il y en a certainement, mais j'ai pas souvenir d'une course longue, d'une course qui me passionne pas, Interlagos. C'est vrai. C'est-à-dire que tout est passionnant. Alors là, depuis quelques années, il y a le format sprint. Mais avant même le format sprint, les qualifications, parce que c'est un circuit court et rapide, sont toujours très serrées. Ça se joue à rien. Comme l'Autriche. Tu te retrouves dans des situations... Exactement. Tu te retrouves ensuite dans des situations où en course, où même les voitures qui ne sont pas dominantes sur la saison se retrouvent performantes. Hier, ça c'est un petit bonus, les stratégies, sur le moment, j'en ai pas compris énormément. Mais moi, c'est ce que je demande. C'est que justement... Ils sont meilleurs que toi, tu vois. oui, sinon, si je comprends les stratégies, tu te poses des questions. Tout entendre. Là, tout C'est peut-être grâce à Pirelli aussi. tu te retrouves peut-être, mais tu te retrouves dans une situation où Charles Leclerc, tu comprends pas ses arrêts. Ouais, c'est vrai. Tu comprends pas qu'il fasse un relais en médium aussi court. Alonso, il part sur une stratégie à 3 arrêts, mais ça on le sait après. Quand il fait médium et encore médium, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu te retrouves dans des situations où Alonso qui part 18ème, il est sur une stratégie à un arrêt de plus que les pilotes devant, mais il est sur une stratégie d'attaque. Je crois qu'il a dépassé 3 fois Lance Stroll pendant la course, à chaque fois en revenant. C'est histoire de bien préparer 2023. Non mais au-delà même du circuit qui est extraordinaire, mais ça on le dit depuis le début de l'histoire des pistonnés, même s'ils l'ont modifié effectivement le S avec cette zone de dégagement qui moi me plaît pas trop, mais bon, S'ils peuvent tous être comme ça, je signe. Voilà, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. On se retrouve dans des situations, aujourd'hui on construit des nouveaux circuits, Sochi, Las Vegas, qui ressemblent à rien. Voilà, ça ressemble à rien ces circuits. Mais dans ces cas-là, si tu veux aller dans des nouvelles zones géographiques, essaie de t'inspirer de circuits comme Interlagos. Essaye de t'inspirer de circuits. Voilà, je suis sûr que tu peux trouver des villes riches aujourd'hui qui peuvent te construire. Enfin, excusez-moi, on va faire des Jeux Olympiques d'hiver en Arabie Saoudite. Ouais, c'est vrai. Tu peux bien construire dans un pays riche un circuit vallonné. Alors, ok, on n'aura peut-être pas la météo parce qu'en plus, Interlagos, il y a le bonus incertitude de la météo qu'il a. La pôle d'Hulkenberg. Enfin, il y a des moments d'histoire. La fin de course en 2007, le titre d'Hamilton. 2008 de Lewis d'Hamilton. Il y a toujours des situations. Des petits détails qui t'offrent des scénarios passionnants à Interlagos. Et moi, j'ai juste envie d'une chose. Je sais, Abu Dhabi paye cher. Terminez-moi la saison à Interlagos. À Abu Dhabi, il n'y a rien. On s'agace parce que la course, il y a les soporifiques très souvent. Et ne me parlez pas de 2021, parce que 2021, c'est un cavalier seul de Lewis Hamilton. Il n'y a pas le crash de Latifi. La course, elle est pas passionnante. Terminez-moi la saison à Interlagos. Mais tu sais que te plains pas parce que dans les années 90 c'était début de saison. Soit c'était le deuxième ou le troisième rendez-vous. Grand Prix. Quand Weber et Alonso se crashent. Mais on est d'accord avec toi là-dessus. Je crois que quand Weber et Alonso se crashent en 2003, c'est début de saison. Ouais, c'est début de saison. En avril. 96, 97, à partir de ces moments-là, je crois que c'était déjà début de saison. Et oui, je me souviens quand même qu'il y a eu des courses soporifiques au Brésil, mais combien de déchets il y a
par rapport à d'autres circuits, combien de pourcentage de déchets il y a. C'est très peu, et comme l'a dit Hamza, il a tout ce circuit, il est vallonné, il est court, il est plein de virages en appui, il est spectaculaire visuellement, il a de l'herbe, il a des graviers, il est dans un endroit qui est populaire, à côté d'une grande ville qui peut amener du monde, il y a une ferveur. En fait, c'est marrant parce qu'il y a tout le mode d'emploi qu'aime Liberty Media. Mais visiblement, ils comprennent pas que c'est avec le leur que ça fonctionne pas. C'est avec celui-ci que ça fonctionne. Sauf peut-être des infrastructures vétustes, paraît-il, même si elles ont été un peu modernisées. Mais si tu veux absolument un spectacle et si t'es prêt à mettre de l'argent, refaire un circuit en termes d'infrastructure, c'est pas ce qui leur coûtera le plus cher. Hein. Comparé à en faire un tout neuf qui ressemble à rien, alors que là, t'as une certitude que ça fonctionne. Liberty Media ne veut rien payer. Eux, ils veulent recevoir les chèques. Donc c'est aux promoteurs de s'occuper de ça. Et en même temps, tu dis, vétuste et tout, etc. L'autre pendant, c'est que tu pourrais dire, quand tu vois la victoire, par exemple, de Senna, c'était quoi, 91, si je dis pas de bêtises, t'as l'impression que le circuit, il a pas changé. Quand tu vois tous les moments, quand tu vois tous les moments, en fait, t'as l'impression d'arriver véritablement sur un mythe, comme les vieux stades, par exemple, dans le foot ou quoi que ce soit, où t'as l'impression que rien n'a changé et que l'histoire suit son cours et traverse Interlagos. Et puis, c'est un circuit anti-horaire, donc c'est un circuit qui fait travailler différemment les pilotes, donc il y a une préparation particulière à Interlagos. En fin de course, Russell, Oui, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer, d'être sur un... Mais oui, c'est bien sûr que c'est un bijou. Mais, et on se disait en plus, à un moment donné, que Interlagos, c'était un circuit où on ne pouvait pas beaucoup dépasser. Et je crois qu'hier, c'est le week-end où on a eu le plus de dépassements de la saison, il me semble. Les dépassements, en fait. Et qui a validé la nouvelle technologie 2022. Hein. Aussi, oui. C'est ce que je veux dire. Ça a embelli le format sprint, alors que Domenicali se bute à le mettre à Imola dans sa région, alors qu'à Imola, c'est éclaté au sol. Deux monoplaces 2022. On a tendance à c'est pas mal. Silverstone, on se rappelle, je crois que c'est la première où Alonso fait le spectacle parce que mais s'il y a pas Alonso, c'est comme ce que je te disais sur Abu Dhabi tout à l'heure, s'il y a pas Alonso à ce moment-là, sprint à Silverstone, on aurait pu passer un très très long moment. Elle est totalement folle ici. En fait, il y a des dépassements partout, tu sais pas où regarder. Dans un secteur même le réalisateur du coup, il ment. Là on lui trouve des circonstances atténuantes. Non, mais j'ai envie de lui trouver des circonstances atténuantes parce que le dépassement de Verstappen, Magnussen, on le voit pas parce que juste derrière il y a des batailles et il y a aussi des dépassements. Il y a des dépassements partout. Non mais on va justement, on va les noter pour bien comprendre que ça n'arrive sur quasiment aucun autre circuit. T1 au DRS, on peut dépasser. T2, on extérieur, intérieur. Hein. Oui, extérieur ou intérieur. On n'a pas les images, les gars. Hein. On n'a pas T3, payé. Vous n'êtes pas sur Canal bientôt, les gars, je vous le souhaite, mais là pour le T3, moment. on prend le DRS, T4, on dépasse. À la fin du T6, T7, on peut dépasser. Dans le secteur intérieur, on peut se mettre à l'intérieur. Et enfin, avant le dernier virage, on peut se décaler et tenter l'intérieur. Partout, et même sans DRS, on peut dépasser sur ce circuit. Mais c'est un mode d'emploi de comment il faut révolutionner la F1 en termes de spectacle. Et nous, en plus, on est contents, nous les vieux cons, parce qu'on a notre vieux circuit qui fonctionne toujours aussi bien et qui fait que 2 ans sur 3, on a une bête de course. Gardez-nous Interlagos, allez vous faire contre avec Rio. On aura Las Vegas l'année prochaine, on aura les beaux angles droits, les virages à 90. Il y aura des néons. Ouais, il y aura tous les voitures. Jeunes et vieux cons. Need for Speed Underground à Las Vegas. Jeunes et vieux cons, c'est important. Les gars, on peut le dire. Ce qui serait génial, c'est ce qu'on a fait au Castellet, le plateau au Castellet. Vous nous mettez exactement la même chose du côté d'Interlagos. J'apprends le portugais. Hein. Et je pense que le Après, lundi... Las Vegas, j'y vais si jamais on fait ça. Le lundi matin, ça c'est le frimeur. Non, je rigole. Mais le lundi matin, je pense que je dépose ma démission. Je pense qu'on aura tout fait dans ce YouTube Game. C'est un rêve, on a le droit de rêver. Les amis, on referme bien sûr ce débrief avec le classement quand même. Pilotes et constructeurs, les choses ont avancé. On en sait un petit peu plus sur certaines issues, notamment chez les pilotes. Leclerc et Perez sont à égalité avant Abu Dhabi. Ça va être assez intéressant à suivre la semaine prochaine. Russell peut mathématiquement encore être vice-champion. Il faudrait quand même qu'il y ait un sacré circonstance. Russell vice-champion parce que Perez n'a pas eu le point supplémentaire et que Leclerc n'a pas eu le... Et qui s'accroche. Ça ferait Ça ferait une belle émission dimanche prochain à 18h30 en live sur Twitch, bien sûr, je vous le rappelle. Alonso qui revient à 5 points d'Ocon. Ça aussi. Vivement Abu Dhabi. Le dimanche, il va se mettre à la Rosberg sur le bus comme ça avec un polo Aston Martin. Ça peut être intéressant. Sachant que le lendemain, lui, il courra chez Aston Martin, il testera la voiture verte, comme il l'appelle. Et puis chez les constructeurs, 19 points d'écart entre Ferrari et Mercedes, 19 points aussi entre Alpine et
McLaren. Alors si c'est pas encore joué entre Ferrari et Mercedes, on peut penser qu'Alpine quand même a sécurisé la 4e place. Alpha qui compte 5 points d'avance sur Aston. As qui repasse devant Alpha Tauri pour 2 points. Bref, il y a quand même quelques petits enjeux pour Abu Dhabi et c'est génial. On sera là pour en parler. Je vous le rappelle, le rendez-vous dimanche 18h30 en live sur les pistonnets sur la chaîne First Team Sport. Toute dernière chose, il y a quand même un truc qu'on n'a pas évoqué. Si As a 2 points d'avance, c'est aussi grâce à une chose, la 8e place en sprint de Kevin Magnussen, donc la pole de Kevin Magnussen. Tu vas trop vite, regardez dans le barco. J'ai cru qu'on n'avait pas parlé. Mais bien sûr que Oh, excusez-moi. c'est une émission bien organisée, mon ami. Regarde, il y a un conducteur, il y a tout. Regarde. Hamza, je tenais à te présenter mes excuses pour, je pense, la vignette dont j'ai le plus honte de toute ma carrière. Fernando Alonso, la plus belle ordure de l'histoire. J'ai la nausée, rien qu'à lire ce titre. De l'histoire, peut-être pas, mais moi, je peux comprendre la question. Mais après, il répond aussi en piste. Question putassier. Putassière, je me suis dit. En tout cas, vous gardez la racine. De toute façon, on en parlera mercredi. Mais allez la voir cette émission. C'est sur la chaîne Twitch de Winamax qui a eu un souci avec la chaîne YouTube. C'est pour ça que certains ne nous ont pas trouvé. La chaîne a été ban. Mais allez voir cette émission parce que pour le coup, le titre est putassier, le contenu est de grande qualité. Pendant cette émission, on a parlé de Kevin Magnussen, Brice et notre ami Lucas Parlé. On en parlait. Je te propose d'écouter Hamza et puis de te laisser réagir juste après. Un petit mot sur Magnussen. C'était fou ce qui s'est passé vendredi. Je me suis régalé. C'est ouf. Je me suis régalé. En fait, c'est le genre de moment que la Formule 1 peut offrir qui donne le sourire, tu vois. De ouf. Surtout en cette fin de saison qui est un peu quand même monotone sur les résultats en tout cas. C'était magnifique parce qu'en plus il l'a pas volé en soi. As l'a fait sortir au meilleur moment. Ils ont fait le bon calcul. Quand tu vois que Ferrari est capable de mettre des inters quand tout le monde met des slicks, ça fait plaisir de voir ça. Et Magnussen, bon. Moi, je te dis quand j'ai vu le tour et que j'ai vu que les autres derrière lui n'étaient pas capables d'améliorer, ouais, je t'avoue que ça m'a mis très bien. Belle stratégie, j'ai kiffé parce que c'était drôle, j'ai vraiment beaucoup rigolé. Puis même l'histoire quand tu te dis que c'est parce qu'il y a Nikita Mazepin au volant de cette As qui revient, et que du coup le mec en fin de saison te claque sa première pole. C'est assez marrant. Après, si je dois la classer parmi les pôles improbables, en fait, elle a un peu moins de faveur, par exemple, qu'une pole d'Hülkenberg, d'une pole de Maldonado ou d'une pole de Stroll, parce que c'était plus à la régulière, j'ai envie de dire. Les conditions étaient folles, mais en fait, les mecs... Drapeau rouge, ouais. Mec, voilà, il n'y a pas eu de drapeau rouge ou quoi, et une pluie qui tombe qui fait que c'est plié. Après, pour l'histoire, ouais, c'est super beau. Mais tu vois, par exemple, Maldonado en 2012, il la gagne la course derrière. C'est-à-dire que le rythme, il est là. Mais la Williams, ça marche très bien. La pole de Fisichella à Spa en 2009, il fait 2e Fisichella derrière. Là, en fait, tu sais, au moment où il y a le départ de la sprint, que Magnussen, il va tomber. Tu sais qu'il doit faire 8, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, c'est limite chiant que ce soit une sprint parce que tu te dis que là, il va partir 8 et il va certainement se retrouver ce soir à une place qui aurait été normale et la pole n'aura pas eu une énorme incidence. C'est quoi ton ressenti sur cette pole de Magnussen? Est-ce que ça a moins de saveur que Stroll, Maldonado, Hülkenberg ou Fisichella? Je sais pas si ça a moins de saveur. Moi, sur le moment, je me suis pas posé la question. J'étais dans l'émotion et c'est aussi pourquoi j'aime ce sport et pourquoi j'aime aussi le sport de haut niveau. C'est parce qu'on raconte des histoires, parce que parfois il y a des surprises. Je pense que vendredi matin, on s'est tous levés, on pensait pas que Magnussen était même capable d'aller chercher une Q3. Là, il va signer la pole. En essai libre 1, je regardais les essais libre 1 sur Canal. Febro et Villeneuve ont une discussion justement sur Kevin Magnussen. Febro posait la question, au final, c'est un bon pilote. Et Villeneuve, il le contredit, non. Et Febro qui te dit, ouais, mais rien nous dit que si aujourd'hui, demain, tu lui donnes pas une Mercedes, une Red Bull, une Ferrari, il performe. Et Villeneuve, il te dit, je suis pas sûr, franchement. Il zigzag. Non, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Est-ce qu'il pensait 4 heures plus tard commenter une pole position de Kevin Magnussen? C'est ce pourquoi moi j'aime ce sport. Alors effectivement, il y a le drapeau rouge qui va peut-être atténuer. Et il y a aussi cette petite erreur de Verstappen qui fait qu'il n'a pas la pole. J'ai chipoté. Mais moi, à ce moment-là, je pense pas à ça. Après, effectivement, la pole d'Hülkenberg, je la mets au-dessus parce qu'à l'époque, il avait la Williams, c'était une caravane en 2010. Et il se retrouve dans une situation où il améliore sur des conditions changeantes, des conditions séchantes, et il va même signer un dernier tour où il assomme la concurrence, où il met plus d'une seconde à Vettel et il met plus d'une seconde à tout le monde. La pole d'Hülkenberg, elle est extraordinaire à Interlagos, mais celle de Magnussen, elle est tout aussi fantastique et c'est d'autant plus beau que cette écurie, l'année dernière, quand on avait fait l'émission bilan de fin de saison, moi j'avais refusé de la noter parce que c'est une écurie qui, pour moi, n'avait même pas une Formule 1. C'est vrai. À peine un an plus tard... F2 sur 20, là. C'est ça. À peine un an plus tard, tu te retrouves dans une situation où tu signes une pole position. C'est ouf. C'est beau pour Magnussen, qui lui en plus revient de loin, il pensait quitter la F1, ne jamais revenir, mais c'est aussi et surtout beau pour l'écurie As et les images de joie à la fin, elles étaient extraordinaires. Le storytelling, comme tu le dis,
dis, de mec qui se fait virer fin 2020, remplacé par Nikita Mazepin, avec cette saison au trou complet de la part des deux pilotes, pour Gunther Steiner, pour toute l'écurie As, pour les ingénieurs et tout, et que là, ils se retrouvent avec un concept qui fonctionne, ils reviennent presque au niveau qu'ils avaient en 2016-17 pendant leurs premières années. Oui, c'est fantastique. Magnussen revient des morts. Il est en IMSA, il a commencé la saison 2022, 24 heures de Daytona, en IMSA, il revient du cimetière, Magnussen, donc, Cadillac. Juste un dernier mot sur Mick Schumacher, on en parlera peut-être plus si jamais il devait quitter la F1. Course sprint aussi, il fait une grosse course parce que lui il part dernier et il termine à 13 secondes de Magnussen. Et pendant la course, sur la première partie de course, il était dans les points. Ouais. Donc voilà, Mick Schumacher aussi une belle course à signaler, peut-être. Peut-être pas suffisant pour Gene Haas. Oui, c'est ça. J'espère quand même qu'il restera en F1 si Sargent, Williams, bon bref. Ça parlait d'une prolongation plus 1 aussi également ce week-end pour Mick Schumacher. Je pense que Hülkenberg. On le saura sans doute peut-être la semaine prochaine. Voilà les amis en tout cas pour ce débrief. Tsunoda très rapide. Très vite. Rapide. Un grand bravo à lui parce qu'il y a un gros cafouillage, un oubli de la direction de course parce qu'effectivement, Yuki Tsunoda, lorsque la safety car est déployée, il rentre au stand et il rattrape son tour, sauf que comme il s'arrête, tout le monde passe et il y a eu un cafouillage au niveau de la direction de course qui n'a pas suivi avec le nouveau système, enfin bref. Il a très bien géré, bravo à Tsunoda d'avoir très bien géré cette situation où tu te retrouves dans une situation où dès le restart, il est derrière Carlos Sainz et devant Valtteri Bottas, je crois, et il s'écarte tout de suite pour laisser passer tout le peloton, ce qui a sacrifié sa fin de course, mais bravo et à même lui. devant Sainz, à un moment donné, il se le relaisse déjà passer pendant le tour ending. On l'a souvent critiqué pour ses réactions, mais là, à ce moment-là, il a parfaitement géré le coup et bravo à lui. La sécurité, l'intérêt de la course, avant tout. Les amis, on se retrouve mercredi, c'était la fin de ce 8e enseignement, du coup, d'un débrief qui a été long, mais la course a été magnifique, il fallait aborder bien sûr tous les aspects. Regardez le programme qui vous attend pour les jours à venir, la fin de saison des pistonnés. Ça y est, on y touche à cette fin de saison. Déjà mercredi, le MAC consacré à Ocon et au projet Alpine. Ocon, le leader qu'il faut, Alpine, point d'interrogation. Déjà, on va revenir sur le Alpine et le plan Laurent Rossi, qui semble être en marche avec cette 4e place quand même qui se profile. On tirera le bilan des 2 saisons de l'association Alonso-Ocon. Et puis, on se posera la question en ouverture si Alpine fait assez confiance à Esteban Ocon. Et puis, vos rendez-vous pour le Grand Prix d'Abu Dhabi, ça sera la clôture de cette saison 2022, la fin de saison pour les pistonnés. Preview et course en direct sur Winamax. La Brute Fan Zone F1, bien sûr, sur l'application Brute, où on prend vos avis, où c'est vous qui débriefez, bien sûr, ce Grand Prix à chaud. Et puis, 18h30 dimanche, on clôturera 2022 avec un live Twitch absolument exceptionnel. Je vous en dis pas plus, mais on fera ça en toute interactivité. Voilà les amis, vous savez tout ce qu'il fallait savoir sur ce Grand Prix du Brésil. Fin de séance, vous pouvez reprendre une vie normale et on se retrouve mercredi pour recommencer à parler Formule 1. Salut.